Salut à tous et bienvenue dans ce Beats numéro 94. Salut tout le monde. On approche de la centaine quand même. Ouais. Ce soir, on est tous les deux, mais avec Pierre. Salut Pierre, ça va bien? Ça. Oui, ça va bien et toi? On s'est pas trop souvent retrouvés ensemble en fait sur le canapé, je me rends compte maintenant. Non. Mais ça fait plaisir. Mais si j'en crois le stream précédent, je t'affronterai pas à Dead Cells, parce que ça a l'air de faire mal. Oui, c'est vrai, c'était bien sympathique ce petit Dead Cells, c'est toujours un plaisir de jouer avec. Écoutez, on a quand même quelques news assez intéressantes. On est juste avant l'IFA, donc il n'y a pas encore le flot d'annonces de l'IFA, même s'il y a quelques annonces qui commencent à fuiter. La semaine prochaine, par contre, je pense qu'il y en aura au taquet. On va avoir un Beats bien chargé en actu. C'est clair. On a quand même des news intéressantes, des sujets qu'on va un peu plus creuser. En fait, on en profite pour avoir des sujets, on va creuser un petit peu plus. Et écoutez, alors avant de commencer, dans la chatroom, vous avez un petit tweet qui est passé, retweetez tout ça pour inviter tous vos amis, venez leur montrer de la lumière et tout, c'est sympa ici, venez voir. On n'est pas assez nombreux encore, je pense, pour commencer. Hein, je vous laisse un peu de temps pour aller tweeter tout ça. Le temps que j'attrape la première news pour y aller, qui est même pour moi. Allez, c'est parti. Première news, et avec un titre qui rentre parfaitement dans l'image, c'est une fonction qui a leaké un petit peu auprès des développements chez Google, qui va permettre de se connecter à Windows 10 à partir d'un compte Google. Ouais. Alors, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant, c'est assez surprenant. En tout cas, que Windows 10 permette de faire ça. Que Google y aille, non, ça m'étonne pas. Oui. Et en fait, ça date depuis Windows 7, hein, c'est une fonction qui était dispo déjà dans Windows 7 pour les entreprises. Et si tu te rappelles, en fait, il y avait des Windows, je crois même avec Vista, où tu avais des PC déjà qui supportaient la connexion des cartes à puce, tu sais, avant, tu pouvais connecter des cartes à puce. Et bien en fait, c'était le même principe. C'est des API auprès de Windows, en fait, qui permettent de implémenter toi-même tes credential providers, donc ta plateforme d'authentification, qui va gérer ta sécurité. Et donc ça va permettre de se greffer dès le login de Windows, et ça va gérer toute l'identification et l'authentification. Et après, tu auras ton compte Windows derrière qui sera associé à ce mécanisme d'authentification. Et bien en fait, Google s'est juste basé sur ces API-là, qui sont standards et documentés par Microsoft, hein, c'est pas des API cachés. Et c'est utilisé d'ailleurs en interne par Microsoft pour gérer la connexion avec MS Passport, donc la connexion avec votre compte Live par exemple. Ça sert aussi avec le Windows Hello, avec la connexion par un code PIN ou avec les cartes ou les petits doigts. Donc c'est un mécanisme vraiment très répandu. Ou potentiellement, par exemple, si Apple désirait faire le même mouvement, il pourrait, avec le compte iCloud, tu pourrais te connecter à ton Windows. Quoi. Exactement. En fait, tu pourrais très bien imaginer avoir n'importe quel mécanisme de connexion derrière ou d'authentification, mais ton compte caramel. Ça serait pas mal, ça. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ouvert aux third party, donc aux tiers, hein, pas que Microsoft. Et donc, ce que va faire Google, hein, puisque ça a été trouvé dans leur code source, ils vont développer le Google Credential Provider for Windows, qui va être développé. Alors, c'est l'équipe de Chromium qui fait ça, donc ceux qui font le moteur de Chrome version open source, c'est là-dedans. Et en fait, le but, c'est de pouvoir proposer aux utilisateurs professionnels qui sont abonnés au Google Apps, la G Suite, maintenant ça s'appelle comme ça, de pouvoir utiliser en fait leur compte professionnel Google pour se connecter même sur la plateforme Windows. L'intérêt derrière, c'est que, alors je vais juste vous montrer un petit peu les écrus quand même pour pas les oublier. Vous voyez, donc ça c'est l'écran de login Windows 10 et vous avez un petit logo en bas Google qui apparaît. C'est mignon. Pour vous proposer comme nouvelle option de connexion. Et donc ça va vous permettre en fait de vous connecter directement dans Windows et avec le compte Google et du coup d'avoir l'authentification intégrée entre Windows et Google. Voilà. Et donc ça c'est la source le commit qui a référencé ça. Initial commit, voilà, comme object d'implémentation Google Credential Provider for Windows. Et du coup, après, ils ont une espèce... Enfin, j'imagine que c'est pas encore live, mais j'imagine qu'ils auront une espèce de store de provider, de credentials, des trucs comme ça. Alors non, que tu pourras rajouter ou... c'est à toi de l'installer. En fait, quand tu vas être utilisateur de la G Suite, donc déjà, tu commences par installer Chrome sur la machine, et dans Chrome, tu auras une option pour proposer de rajouter. Il va t'installer, en fait, ce plugin de connexion. Ok. Du coup, après, tu pourras te reconnecter avec ton login de Google. La particularité, c'est que, en fait, quand tu vas te connecter là-dessus, derrière, ça lance un Chrome, qui fait lui-même la connexion à Google pour faire l'authentification avec leur système intégré, le protocole OAuth. Et ils rebondissent par Chrome pour y aller. Donc c'est assez bizarre. Mais... Tu le vois non, je sais pas. Les gens qui ont regardé le code, ils l'ont pas encore testé. Du coup, tu fais sur ton poste, est enregistré chez Google. Alors, l'utilisation de ton poste, je sais pas. La fréquence de login ou pas, oui, je pense. Oui. C'est surtout en fait la moyen pour Google de mettre un pied de plus dans l'entreprise et surtout d'attaquer dans tous les fronts parce que les Chromebooks
Et Chrome OS, de manière générale, n'est pas très répandu en entreprise. Ouais. Donc du coup, ça permet d'avoir une interface unifiée dans l'utilisation de la G Suite, la suite Google pour la bureautique. Par contre, ça se limite vraiment à la fonctionnalité d'authentification. C'est-à-dire que pour l'instant, oui. Tu t'identifies grâce à ton compte Google. Par contre, l'OS en lui-même va pas avoir de fonctionnalité interne, native du système qui vont utiliser le compte Google a priori. Non, alors on va être loin de ce que propose Microsoft avec ton compte Microsoft, puisque après tu as le Windows Store, tu as tout ça. C'est une intégration complète, quoi. Par contre, à partir du moment où tu t'es connecté à ton compte Google, toutes les applications Google vont pouvoir récupérer ce contexte-là pour ne plus te demander l'authentification. D'accord, donc il y a un Chrome, SSO. Il y aura un SSO dans les outils Chrome en fait intégrés. D'accord. Oui, oui. En fait, c'est dans Chrome OS. C'est ce qui existe déjà, ouais. C'est ce qui existe déjà dans Chrome OS, et c'est pour ça qu'ils démarrent un Chrome, je pense, c'est pour initialiser ce contexte-là. Ils doivent faire une sandbox Chrome OS dans Windows 10, dans un coin, tout ça, machin. Ou même dans un Chrome. Un Chrome à l'heure actuelle, effectivement, quand tu te logs sur un service Google, si tu vas sur un autre service Google sur une autre tab, tu vas avoir... tu vas être pré-authentifié. Voilà, affaire à suivre. Je pense qu'il y aura des PC Windows 10 déjà préinstallés avec du Google. Tu vois, j'imagine des constructeurs faire une proposition comme ça. Au même titre qu'ils feraient un Chromebook, ils auraient un Windows 10 préparé par Google. À voir, c'est encore juste les premiers commits dans le code source. Ça paraît être un mouvement un peu compliqué. Pour les entreprises, peut-être. En tout cas, pour... ouais. Bon, à voir, affaire à suivre. Ouais. Allez, on enchaîne. On va parler de popotin. Ouais, on va parler de chaises. De Ubique, c'est le nom de ce nouveau produit qui, vous l'aurez deviné à partir du nom, c'est un produit Ikea. Et ouais, c'est des chaises moulées à vos fesses directement. C'est Ikea qui a annoncé ça, c'est marrant. Ils se lancent en fait dans le gaming en commençant par vos fesses. Et ouais, ils vont faire des chaises moulées à vos fesses. Donc c'est une association avec une société qui s'appelle Unique, UNYA, qui est spécialisé quand même dans le développement de prothèses médicales. Donc c'est pas rien, c'est pas juste du moulage vite fait, c'est pas du maco-moulage, non, c'est des professionnels dans le domaine quand même. Par contre, tu parlais de Unique, UNYQ. UNYQ, oui, j'ai pas dit. Tu as dit UNYA. Ah, pardon, UNYQ, tout à fait. C'est parce que je suis en QWERTY en fait. C'est ça, exactement. Donc vous voyez le premier prototype, donc il n'y a pas le dossier encore, c'est voulu aussi, c'est parce qu'ils sont encore en train d'y travailler dessus. Superbe. Ouais, donc on dirait une selle de cheval, tu vois, quand même un petit peu avec la forme et tout. Mais il paraît que c'est hyper ergonomique. Alors comment ça va se passer? Alors en fait vous allez en magasin et ils vont réaliser un scan de vos fesses et après donc ils vont envoyer les pièces à produire à l'usine et donc imprimées en 3D ces modèles-là. Et 2 semaines après, le magasin reçoit les pièces, les assemble sur la chaise et vous livre la chaise adaptée à vous-même. C'est marrant. Alors moi, ce que je retiens, c'est que c'est un premier pas dans le domaine du gaming de la part d'Ikea. C'est pas un endroit où on les attendait quand même. Non. On attend la suite parce qu'en fait, c'est un début et ils ont clairement annoncé qu'ils voulaient faire plus de choses que juste ça. Ils parlent notamment de tout ce qui va être meubles, bureaux, de câble management, donc de mécanismes pour ranger vos câbles de bureau qui vont bien et tout ça. Ça peut être intéressant. Après, au niveau du confort et de l'ergonomie, ils ont bien dit que c'est un truc très important pour les gamers, le siège, le fauteuil, tout ça, la résistance, le confort. Vu le modèle qu'ils présentent, je suis dubitatif. Ça fait un peu siège de jardin de bar pas cher. Ça fait presque siège ergonomique prescrit par un médecin, quoi. Oui, c'est vrai, c'est ça. Pour la rééducation du dos ou les choses comme ça. C'est ça. Alors, en même temps, s'ils sont mis avec un spécialiste des prothèses médicales, bon. Oui. Mais je serais curieux d'aller essayer chez eux et puis surtout de voir un petit peu toute la gamme qu'ils vont faire autour du gaming parce que je pense qu'ils ont une carte à jouer, notamment autour de l'ameublement, évidemment, puisque c'est leur business de base quand même. Alors, on a Cublanc qui a très peur pour ses fesses. Il a peur que ses fesses, que la modélisation de ses fesses se retrouve partout sur Internet. Cublanc, siège blanc, ça va très bien avec. Voilà. Si t'as les fesses blanches, tu auras un siège blanc qui va avec. Du coup, ça va pas dénoter, c'est parfait. Pas de faute de goût. Affaire à suivre. Au niveau des dates, ça sera pour 2020. Donc ils annoncent maintenant cette gamme-là et les premiers modèles seront disponibles à partir de 2020. Donc c'est quand même pas demain. Ouais. Bon, voilà, affaire à suivre. Allez, une petite news chez Acer. On enchaîne sur une autre chaise. Une autre chaise de gaming. Alors celle-là, autant vous dire que la chaise de gaming, Ikea est encore loin de ça. Donc ils appellent ça chaise. Moi j'appellerais plus ça énorme bidule qui va prendre la moitié d'une pièce, voire les 3/4 d'une pièce. Chez vous. Ah, mais il faut avoir des grandes pièces en fait. Ouais, c'est ça. Le machin fait 220 kilos quand même. Wow. Il est motorisé, c'est-à-dire que là,
on s'aperçoit que, ils sont éclatés sur la vidéo. Quand même. Voilà. Donc, tu peux t'incliner avec un moteur électrique qui t'incline pile poil comme tu veux. T'as les boutons pour manipuler le truc et tout. T'as des lumières dans tous les sens. T'as un bras en face de toi qui supporte 3 écrans 27 pouces. Parfait, ça c'est pour des ligueurs qui va. Donc il y a de les quoi. 3 c'est pas assez, il va dire. Ouais, non, ligueurs il en faut 6, je crois. Toujours 6. Mais c'est toujours plus, quoi. Et puis en plus, visiblement, le siège vibre en synchro avec le jeu auquel tu es en train de jouer. D'accord, il faut que je le supporte, mais ok. Oui, j'imagine. Mais du coup, ils ont pris le concept de la manette de PlayStation qui avait introduit la vibration dans les mains et ils l'ont poussé jusqu'au corps entier. C'est génial. Ah, c'est pas mal quand même. Alors, il n'y a pas de date et il n'y a pas de prix, mais bon, on imagine le prix. C'est cher et c'est dans longtemps. C'est ça. Ou pas, ou dans jamais. Tout est moulé bizarrement. Donc, c'est une chaise qui s'appelle Acer Predator Tronos. Donc, c'est pour ça. Tronos. C'est le trône. C'est pour un trône pour gamer, ouais. Tout est moulé pour recevoir bizarrement un PC Acer Predator et 3 écrans Acer Predator. Sinon ça rentre pas. Et puis la gamme de cette année, donc l'année prochaine ça ne rentrera plus. Exactement, il y a des chances, ouais. Il faudra racheter la chaise. Et The Verge qui a déclaré c'est moins un endroit pour s'asseoir qu'une façon de vivre à l'intérieur de votre PC. Et quand on voit la tête du truc, on se dit que effectivement, quand tu te mets à l'intérieur d'un machin comme ça, t'as vraiment l'impression d'être à l'intérieur d'un PC. C'est vrai. Ça fait penser aux simulateurs que t'avais dans les salles d'arcade. Ouais, exactement. Les bornes d'arcade, les afterburners, les trucs comme ça. Exactement, c'est ça. Ce qui fait des loopings, tu vois, parce que vu le rond qu'il y a autour, tu vas pouvoir faire un bon looping. Ouais, je pense l'inclinaison max, c'est 140 degrés quand même. Donc 140 degrés, t'es bien. T'es bien, ouais, t'es pas mal. Tu peux dormir, je pense. Ah bon, mais c'est ça, tu dors dedans carrément. C'est incroyable. Moi j'aime bien le truc avec ce qui se met sous les mollets, tout ça, ça fait penser au siège de papy, tu sais. En fait, c'est un truc pour les vieux gamers, c'est ça, pour les papys. C'est ça. T'es dedans, exactement. Ça se fait tout seul. De toute façon, ça va coûter 10 000 €, donc il n'y aura que des vieux qui pourront se le payer. C'est un peu de la folie. Et un livret A, c'est ça. Mais c'est ça. Bon, bah écoute, il s'éclate, hein. C'est sacré matos purée. Mais tu le fais livrer comment, t'imagines? Ah, mais je pense que. Colis privé, tu sais, dans la boîte aux lettres, ils vont te le rentrer. Et encore, c'est pas Ikea, heureusement. Parce qu'imagine une chaise comme ça à monter toi-même. Là, il y a du taf. D'accord, bon, bah écoute, c'était intéressant, j'avais même pas vu ça. Donc Ikea, on est loin encore. Hein. Il est loin des chaises de gaming. C'est le grand écart là. Ikea, ça sera l'entrée de gamme, et là, ça sera le truc juste inaccessible. Le truc de fou. Très bien. Allez, on va enchaîner sur une news un petit peu plus longue. On va parler un petit peu du digital well-being. Alors pourquoi on en parle ? Alors c'est moi qui ai retenu un petit peu ça, parce qu'en fait il y a eu une annonce, en fait c'est pour faire suite à une actualité supplémentaire encore sur le sujet. C'est YouTube qui a annoncé qu'ils allaient mettre dans l'application, enfin qu'ils ont mis même dans l'application dès à présent, un moyen de suivre un petit peu l'activité que vous avez dans YouTube. Donc vous allez pouvoir voir le temps passé, dans le détail, hein, quotidien, dans la semaine, etc. Ça me rappelle quelque chose. Voilà. Et ça sera par contre limité aux 7 derniers jours, donc c'est de l'analytics, hein, donc de l'analyse de vos données, pour voir un petit peu où c'est que vous avez passé du temps. Time to take a break, voilà. Prenez un petit peu de pause, détachez-vous de l'écran et tout ça. Alors, ça rejoint en fait toute une vague d'annonces qu'il y a eu cette année en fait, auprès de tous les constructeurs et développeurs de systèmes et d'applications même, puisqu'en fait on a eu Apple déjà qui avait annoncé ça au sein de iOS. Ils avaient fait, vous voyez, Screen Time, qui était déjà un petit dashboard qui vous permettait de voir un petit peu le temps passé par application. Vous voyez les applications les plus utilisées en bas, Minecraft, ça pourrait être mon fils, tu vois. Le temps par jour, les jeux, vous voyez, par catégorie et tout. On a eu également Google qui avait annoncé ça dans Android Pie, Android 9, tu vois, Digital Wellbeing. Donc c'est vraiment une notion beaucoup plus large, avec à peu près la même chose, hein, le temps passé par application, avec des conseils sur c'est le moment de faire une pause. Ils allaient même jusqu'à dites donc, vous n'avez pas très bien dormi l'année dernière, pensez à vous coucher tôt ce soir, intégré dans Google Now et tout machin, dans l'assistant. Un peu ce que tu peux retrouver avec une montre fitness qui va te dire ça fait 1 heure que tu es assis, voilà. Lève-toi et va faire un tour. Exactement. En fait, c'est un petit peu une fédération de tout ça, intégré au sein du système que tu utilises le plus, qui est ton mobile. Voilà. Oui, et c'est une façon aussi de te rendre accessible toutes les données qu'on sniffe sur toi au quotidien et auxquelles finalement tu n'avais pas accès jusqu'à présent. Exactement. Alors ça permet de faire passer la pilule, je pense, au niveau de tes données en disant bah tiens, regarde un petit peu ce qu'on fait avec tes données. Tu peux aussi en consommer une partie pour
tenter d'améliorer ton quotidien, puisqu'en fait c'est vraiment comme ça qu'ils le marketent. Et oui, c'est aussi un moyen de faire passer la pilule pour toutes les données qu'ils récupèrent. Mais c'est vraiment un tout petit bout de ce qu'ils récupèrent. Complètement. Parce que ces données-là, ça fait longtemps qu'ils les récupèrent. Rien que pour savoir un petit peu vos usages que vous avez, pour vous inciter à utiliser l'application, pour calculer les stats dans les stores, mettre des applications d'avant et tout ça c'est déjà récupéré, c'est pas nouveau. Sauf que là, ils vous les mettent aussi à l'écran. Alors je vous avais montré celle-là. Il y a, donc ça c'était Android Pie, il y aura ça intégré. Vous voyez le Screen Time de YouTube qui est aussi intégré du coup dans l'analytics de Android Pie. Directement. Au passage, dans YouTube, ça va englober YouTube Music et YouTube TV également. Donc toutes les applications YouTube. Et que ce soit au niveau de l'application YouTube ou au niveau du système au sens large, il y a moyen de configurer des limites. Donc pour vous dire, je me fixe tant d'écran par jour. Et du coup, le système va vous notifier en disant « Ah, c'est le moment de faire une pause et tout ça », ou voire même tu peux instaurer des blocages, puisque ils vont intégrer également ça avec ce qui s'appelle le Family Link pour Google. Pour gérer en fait un contrôle parental étendu dans l'utilisation du système au sens large. Oui, genre ton enfant, tu veux pas qu'il fasse plus d'1 heure de Candy Crush par jour, tu lui bloques. Tout ça, ça va être englobant là-dedans. Voilà. Alors je fais un petit peu le tour parce qu'en fait Google a intégré ça au sens très large. Alors j'ai détaillé Google, mais en fait Apple aura le même système un peu partout. Ils l'ont également mis dans Gmail, donc là vous voyez que tout ça ils l'ont mis en fait dans le même panier. C'est que Gmail propose depuis longtemps la capacité de filtrer un petit peu les notifications, donc de trier un petit peu ce qui est important de ce qui ne l'est pas, pour moins vous envoyer une notification à la tronche. Mais tout ça, ça fait partie de la même chose. Android aussi, regrouper les notifications. Donc en fait, plutôt que vous envoyer plein de notifications à la suite, ils vont vous faire un paquet en disant, regardez, notification YouTube, aujourd'hui, vous avez 8 notifications à consommer, et pas toutes les 10 minutes une notification. Oui, après, je pense qu'ils le feront... Enfin, tu conserveras, à mon avis, le nombre de notifications. C'est-à-dire le nombre de fois où tu seras dérangé par ton téléphone sera pas si éloigné, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'ils recherchent, c'est l'instantanéité. Par contre, effectivement, ça va stacker, quoi. Là, ils les regroupent, c'est-à-dire qu'ils vont en retarder quelques-unes pour pouvoir les regrouper avec d'autres. Et ça va, tu peux le paramétrer par application, en fait. D'accord. Tu peux dire, toi, ces applications-là, t'es pas dans l'immédiateté. Donc, tu décides, toi, de la priorité, à quoi tu vas donner de l'importance immédiate et pas à d'autres. Voilà. C'est vrai que tu montrais, il y avait un screen, je sais plus, c'était celui... Non. Ça, c'est le dashboard. Non, celui où tu voyais toutes les activités... Ça, c'est c'était ça. Ça, c'est chez Apple, avec le temps passé dans les jeux... En bas à gauche, si tu regardes Daily Notification, en moyenne 152. Ça, c'est pas mal, quand même. Ça commence à faire vraiment mal, quand même. Et n'empêche, rien que par curiosité, je suis vraiment curieux de savoir combien on en reçoit par jour, parce que... ça serait affolant. Oui, ça serait affolant. Tu les dégages... Tu les dégages hyper vite, et machinalement, en fait... machinalement, et j'imagine qu'à la fin de la journée, ça fait quand même un sacré nombre. Voilà. Alors, dernière incluse que je voulais montrer, c'était celle-ci. En fait, Google, ils vont étendre ça ils mettent tout dans le well-being, en fait, y compris ça, qui est une fonction de Google Photos, qui va vous permettre de faire du traitement qui va vous empêcher, en fait, de passer du temps dans le tri de vos photos. En fait, ils disent, écoutez, on a implémenté des super algorithmes dans Google Photos, en disant, regardez, on a découvert des photos qui sont des captures d'écran. Ça vous dirait pas qu'on les dégage, ça fait un moment qu'elles sont là, on va les archiver, on va les mettre dans un coin, ça a aucun intérêt à faire dans votre pellicule, dans votre lot de photos. De la même manière, ils vont ranger toutes vos autres photos. Et ils disent que tout ça, ça va permettre en fait de dégager du temps que vous auriez passé devant un PC ou devant le téléphone pour ranger, pour trier vos photos. Voilà. Oui, un petit peu d'intelligence artificielle pour t'aider à faire le tri. Voilà, alors je vous ai fait le tour un petit peu des fonctions qui arrivent sur les différents systèmes, mais le fond en fait du sujet, c'était plus pour parler de toute cette mouvance-là que les entreprises de la tech sont en train de prendre pour votre bien-être. Alors Google, ils ont fait une page rien que pour ça. Ils sont très forts pour ça, pour brander des initiatives qu'ils ont. Donc ils ont fait le wellbeing.google. Et en fait, ils regroupent tout ce que je vous ai un petit peu présenté là, donc toutes les avancées qu'ils ont faites pour améliorer votre quotidien dans l'usage du téléphone. Alors ils ont mis même un logo et tout. C'est Great Technology should improve life, not distract from it. Et ça rejoint exactement le discours qu'avait Apple lors de sa keynote, qui était on est conscient que vous passez trop de temps, qu'on a beaucoup trop de fonctions, on veut vous aider à avoir une meilleure vie, et on estime que la technologie est là pour vous apporter une meilleure vie, et pas à vous bouffer du temps, à vous consommer dans le stress et tout ça. Et alors, c'est à double tranchant, parce que ça va éloigner, à la fois ça va éloigner les gens de l'écran, donc ils vont passer moins de temps, mais est-ce que ça sera plus du temps de qualité, en fait? Est-ce que c'est ça qu'ils cherchent derrière?
ou est-ce que c'est juste pour s'éviter les foudres des travers, puisqu'on commence à voir des gens qui sont... On a une notion de « je suis drogué du téléphone », on a des gens qui se font désintoxiquer avec des téléphones en plastique, vous savez, là, pour faire croire qu'on a des téléphones dans les mains, je sais plus comment ça s'appelle. Donc, ça existe, ça? Ouais, il y a des remplacements de téléphone pour faire style, t'as un téléphone dans la main, juste, tu sais, comme les gens qui ont des tocs avec des petits trucs qui clic, 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 tout ça, un petit peu comme ça, pour tenter de te détacher de ton téléphone. Donc, comme à une époque, les gens qui arrêtaient de fumer et qui avaient des fausses clopes. Exactement. Et en fait, il y a toute une... En fait, ça va tellement aux extrêmes de l'usage que je pense qu'ils deviennent un petit peu contraints de faire ça pour s'éviter de se prendre peut-être pas des procès, mais de se prendre les foudres des gens en disant mais non, votre truc, c'est plus possible, on va en faire un rejet complet. Ils essayent de faire une petite soupape histoire que la pression n'explose pas sur tous ces problèmes-là. Je sais pas, je me pose la question. Ce qui est sûr, c'est que ils vont te mettre en avant des chiffres, donc ça va te permettre d'avoir, en tout cas ça me plaît, d'avoir une approche factuelle. Donc tu vas pouvoir te dire, bah oui, effectivement, j'ai passé tant de notifications, etc. Donc ça va peut-être permettre en tout cas une prise de conscience individuelle en disant, ah oui, quand même, je déconne un peu là. Bah oui. Il y a aussi ça, et ce qui se cache derrière aussi, c'est peut-être un vrai problème de santé. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un vrai problème de santé avec toutes ces notifications tout le temps en temps réel, avec ces téléphones qu'on a toujours tendance à déverrouiller même si on n'a rien dessus, avec tout le temps qu'on passe dessus, c'est vrai que du coup, ça m'amène à me poser cette question-là. Est-ce qu'on n'a pas moyen de faire mieux que juste aller consulter son téléphone, alors qu'on pourrait avoir l'usage au bon moment, adapté, et pas tout le temps dérangé de manière brutale, instantanée. Il y a des études qui disent que la capacité d'attention est en train de chuter complètement. La durée moyenne de la capacité d'attention d'un humain est en train de chuter complètement depuis les smartphones, en fait. Ouais, ça m'étonne pas. Mais je le vois, tu zappes beaucoup plus vite. Mais même moi, je zappe beaucoup plus vite sur plein de trucs, plein de sujets. Et alors que c'est générationnel. C'était vraiment... c'était pas comme ça dans les générations précédentes. Est-ce que c'est lié au smartphone? Sûrement. À Internet aussi, tout ça fait que les grandes entreprises comme ça se sentent portées de la mission d'aller améliorer en fait la tech pour éviter ces travers-là. Voilà. Et donc selon toi, c'est un peu, c'est pas forcément très altruiste. Enfin, en tout cas, il y a un mode de protection derrière. Je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a une initiative clairement sur la santé en général de la part d'Apple. Et même toutes les entreprises tech, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une mouvance générale vers la santé, c'est-à-dire qu'ils se disent oui, il y a des trucs à faire sur la santé, on y va. Est-ce que c'est un sous-ensemble de ça en disant oui, c'est important aussi de traiter ça dans la santé? Peut-être. Est-ce que c'est pour arrêter d'aller trop loin en fait et de dépasser les limites dans l'usage d'un téléphone? Peut-être aussi. Est-ce que c'est une demande des consommateurs? Non, là je pense pas en fait. C'est que les gens ne sont pas encore en demande par rapport à ça. C'est peut-être une initiative. Prévoir la demande, réagir avant même que la demande arrive. Anticiper, effectivement, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que en fait, ça pourrait te permettre de créer un auto-contrôle parental envers toi-même, en fait. Tu t'auto-censures en disant non, t'as pas le droit de passer ton temps et tout. Moi, ça marchera pas. Je m'écouterai jamais. Ah ouais, c'est vrai. tu utiliserais un truc comme ça, toi? Moi, déjà, souvent. Je me dis que je passe trop de temps sur telle ou telle chose, mais en fait, ça n'a pas forcément d'impact sur le temps que j'y passe. Oui, mais parce que t'as pas le chiffre qui te dit tiens, t'as vu ce temps-là? Regarde, t'as passé 12 heures dans la journée à te dire putain, c'est la moitié de ma journée. Ouais. Et... Si t'as le chiffre, ça va pas te dire. Je pense que tu peux avoir aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que ça peut induire une espèce de gamification en te disant 9 heures, je peux faire mieux. Alors pour moi, sur Dead Cells, oui, c'est vrai. Mais dans ce sens-là. Tu vois? Non, mais oui, mais après des trucs que tu te rends pas compte, c'est peut-être ça aussi. Tu vois, le temps que tu passes sur Instagram à défiler comme ça et à regarder du rien, du vide, t'auras une prise de conscience par rapport à ça. Oui, c'est l'ancienne. Anciennement, on était sur la télé, on zappait de pub en pub, et puis jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose. Sur un programme sur lequel il n'y avait pas de pub, une chaîne sur laquelle il n'y avait pas de pub. C'était un programme qui nous plaisait pas, mais bon, on restait devant parce qu'il y avait de la pub partout ailleurs. Et puis après, t'as le cerveau qui s'arrête. T'arrêtes d'analyser ce que tu vois. Et en termes techniques, ça s'appelle glandouiller. Oui. Donc ce que tu dis, c'est que c'est pas nouveau en fait. Ce phénomène n'est pas nouveau. Je pense pas. C'était déjà le cas avec la télé. C'est intéressant. Ouais. C'est juste que maintenant, il y a le phénomène dont tu parlais de zapper. C'est-à-dire qu'avant, avec la télé, tu zappais entre 6 chaînes quand on était vieux, quand on était petit, je veux dire, à la TNT ou Benjamin Button, tous les. À la TNT où tu zappes sur 20 chaînes, là en fait avec internet on zappe sur une infinité de contenus.
Ah, bah, y a aussi le fait que tu n'es pas sur une chronologie déterminée. C'est-à-dire que tu n'es pas aux heures d'écoute, tu commences ton film à 21h, ça finit à telle heure. Oui, c'est la demande, ouais. C'est la demande tout le temps. Donc, c'est l'instantanéité, en fait. L'instantanéité du truc. Ah, c'est intéressant. Donc, effectivement, ça c'est un phénomène qui existerait déjà, mais qui serait en fait amplifié avec les usages modernes que apporte Internet et le consommation à la demande. J'ai l'impression. Très intéressant. Bon, en tout cas, je suis curieux des chiffres, des stats que j'aurai quand je rendrai Pie. Je le testerai volontiers pour voir un petit peu mon usage et constater surtout mon usage, parce que je pense pas qu'il va changer de suite, mais après ça va être localisé sur un écosystème, c'est-à-dire que tu vas pas l'avoir sur ton usage global des services numériques, mais sur le temps que tu passes ton smartphone, je pense que c'est déjà une bonne partie du temps. Après, on va te proposer de router ton Android pour modifier ces données-là, pour les baisser, pour t'éviter pour que tu sois un peu plus... tu te donnes une meilleure conscience. Ouais, ça serait n'importe quoi. Non, mais ouais, bah voir. Bon, ok. Très bien, c'était le dashboard sur ton utilisation de ton smartphone. Ah, on va parler un petit peu de véhicules électriques. On n'en parle jamais assez. Mais non, cette fois, ça ne sera pas de ce constructeur de voitures américain, dont on ne citera pas le nom encore. On va parler de Vespa. Un nom plutôt à consonance russe. C'est ça. consonance slave. C'est ça. On va parler de Vespa, donc Vespa Electrica, qui est un scooter électrique annoncé donc, par Vespa, donc Piaggio, la maison mère, qui est ce premier scooter électrique de la marque. On l'attendait depuis très longtemps, un Vespa électrique, parce que ça reste quand même une icône, le scooter de Vespa. Ce modèle-là, et bien ça y est, ils l'ont annoncé, donc ça sera pour octobre 2018 en Europe. Voilà la bestiole, qui est assez jolie, dans ce modèle-là en tout cas, bien chromé, bien bleu. Très futuriste, et ça sera l'année prochaine aux États-Unis et en Asie, évidemment, puisque les modèles sont produits en Europe, en Italie, et oui. Donc ils annoncent plus de 100 km d'autonomie, donc un peu plus je pense, et des performances un peu plus que 50 cm3. Donc ça reste un petit modèle, c'est le petit Vespa. La recharge complète de la batterie se fera en 4 heures, ce qui est plutôt rapide pour un véhicule électrique comme ça. Et le prix, ils n'ont pas clairement annoncé le prix, mais ils l'ont situé un petit peu dans la gamme des scooters qu'ils ont déjà. Et on peut s'attendre à un prix entre 4 000 et 5 000 euros. Ce qui n'est pas excessif pour un véhicule électrique, quand tu compares un petit peu à ce qui se fait dans les motos électriques actuellement, puisqu'on a déjà des motos qui sont disponibles en masse quasiment, en tout cas en grand public. Donc la préco seront ouvertes à partir de début octobre pour des livraisons à partir de fin octobre. Voilà. Après, il existait déjà des scooters électriques, mais c'était plutôt des scooters électriques, des scooters thermiques modifiés, dont ils remplaçaient le moteur. Ou des plus petites marques aussi. Il y avait, ou des marques moins connues, beaucoup moins connues. Et qui en général attaquaient aussi le marché par la location, plutôt que la vente de matériel comme ça. Voilà, ils ont également annoncé un modèle hybride, qui sera un peu plus costaud en termes d'autonomie, puisqu'il aura 200 km, 50 en électrique et 150 en thermique. Voilà, le Electrica X, mais il n'y a pas de date pour celui-là. Voilà. Moi, je le trouve plutôt joli quand même. Hein. 200 km en Vespa, t'as un peu mal au dos quand même. Bah oui, c'est ça. Donc, tu vois, quand tu fais 100 km sur l'électrique, sur celui-là, ça va. Pour un petit scooter de ville, c'est pas mal. C'est un peu plus confortable qu'une trottinette. Oui. Tu peux ranger des trucs un peu dans le coffre, tu peux, comme un scooter en fait, hein, c'est vraiment l'usage scooter urbain qui est vraiment intéressant. Mais tu peux pas le trafiquer, tu peux pas changer le pot, tu peux pas le quitter. Alors ça c'est pas vrai, parce que tu peux flasher des firmware pour débrider un petit peu l'utilisation du moteur. Le mode insane. Exactement, tu peux le faire ça. Si c'est comme la trottinette Xiaomi, tu peux déjà, tu as des versions firmware flashées différentes avec... Ah non mais complètement. Donc à mon avis ça va arriver. Et puis voilà, alors moi j'aime bien aussi l'écran, tu vois, ils ont poussé le truc jusqu'au bout avec un vrai écran bien futuriste, bien digital, avec le niveau de batterie, tout ça. J'espère qu'il y aura des petites fonctions intéressantes intégrées dedans ou qui pourront se connecter au smartphone, histoire d'avoir un usage un petit peu plus moderne du truc, tu vois, genre j'aimerais bien voir Waze dessus. Intégré dessus, je suis pas sûr que ça y soit quand même. Non, je pense pas non plus. Ça fait très alu grippe. Oui, alors. Pas l'air d'être Android Auto. Non, ça sera pas Android Auto, c'est dommage. Voilà, affaire à suivre, mais je suis content de savoir qu'il y a des constructeurs comme ça qui commencent à arriver sur le marché de l'électrique. Voilà, ça va un petit peu faire baisser les prix parce qu'il y aura plus de propositions, et puis voilà. Ouais. Le God Mode, quand tu approches du feu rouge, t'imagines partir en wheeling en scooter électrique. Voilà, ça va être rigolo. Et non, Hydrelia aussi dit quand t'approches du feu rouge, en fait, le scooter, le hack, elle passe au vert. Ah, pas mal ça, carrément. Très bien. Et pour les feux connectés. Pour les feux connectés. Pour les villes qui ont des feux connectés, ça existe. Ouais. Mais c'est Volkswagen le groupe Volkswagen qui avait bossé là-dessus. Ils avaient, en fait, c'est une initiative au sens très large, c'est la connexion véhicule à la ville en fait. Oui.
ils avaient fait des expériences comme ça avec une ville qui avait proposé déjà des feux connectés, où tu pouvais en fait avoir sur ta voiture le signalement de le prochain feu sera ça va passer au vert ou au rouge dans tant de temps, et du coup il te proposait la vitesse qui allait bien pour que tu aies le feu. Pour pas que tu prennes le rouge, quoi. Voilà. Oui, pour pas que tu accélères trop fort ou que pour que tu sois synchronisé avec le feu. Donc ça peut être pas mal. Oui, on n'est pas encore là, c'est pas encore assez répandu, mais ça viendra un jour dans le futur. Ah, on repart dans Windows 10, tiens, ça c'est une news qui m'a fait marrer. C'était Audi, il me semble, oui c'est ça, merci Dreliox, tout à fait, t'as raison, ça me rappelle quelque chose. Alors, on va parler de Windows 10 et des secondes intercalaires. Alors ça m'a fait marrer, alors c'est une petite news, mais le sujet est intéressant. La prochaine mise à jour de Windows 10 qui sera donc Redstone 5, vous savez, la prochaine grosse mise à jour qui est prévue pour octobre d'ailleurs, bientôt. Ils vont ajouter une fonction qui va permettre de gérer les secondes intercalaires. Alors vous savez, c'est des secondes qui sont, alors vous savez ou pas d'ailleurs, en fait, on a le temps, il n'est pas fixe en fait. Une seconde a un temps déterminé. Par contre, la durée d'une journée est déterminée par rapport au temps de rotation de la Terre. Oui. Et en fait, la Terre ne retourne pas tout le temps à la même vitesse. Oui. Donc il y a des moments où ça ne correspond pas pile poil à 24 heures en nombre de secondes additionnées. Donc régulièrement, en fait, dans le temps universel, vous savez, le fameux UTC, il y a des secondes qui sont rajoutées. Alors généralement c'est rajouté, on peut arriver aussi à en enlever, juste pour aligner par rapport à la rotation de la Terre sur elle-même. Voilà. La rotation ralentit en fait globalement, donc du coup la durée du jour a tendance à rallonger un petit peu. D'accord. Donc on a besoin de rajouter de temps en temps des secondes. Donc l'organisme qui gère le temps universel coordonné rajoute des secondes à niveau UTC du coup, et du coup ce nouveau temps doit être diffusé. Et bien Windows va enfin gérer ça, puisque jusqu'à présent ça n'était pas géré. C'est incroyable. Donc il y avait des petites désynchronisations comme ça qui pouvaient arriver. Alors comment ça se passe en fait dans le détail? En fait, vous savez, il y a un protocole qui gère la synchronisation du temps au niveau des systèmes, qui s'appelle le NTP, Network Time Protocol, je crois, qui permet en fait de dire, moi j'ai un système qui est connecté à un serveur central qui va me fournir en fait le temps auquel je dois être au niveau du système. Et bien ça c'est un vieux truc qui existe depuis méga longtemps, qui va être remplacé, qui est déjà remplacé par un nouveau protocole qui s'appelle le PTP. Precision Time Protocol, qui existe aussi depuis très longtemps, mais il n'a jamais été implémenté dans Windows. C'est juste incroyable. Et Linux l'implémente depuis très longtemps, puisqu'en fait les premières infos datent de 2001, je crois, la première implémentation au niveau du noyau en 2006, et le premier vrai paquet qui gère ça au niveau d'un système, c'était en 2011, je crois, et tous les périphériques réseau, vous savez, les routeurs et tout ça qui tournent sur Linux, le gèrent évidemment pour être synchronisé au niveau du temps, parce que la synchronisation du temps est extrêmement importante pour la sécurité des échanges. Voilà. Sinon tu te glisses dans les secondes intercalaires. Tu peux arriver à glisser dans les secondes, et du coup tu peux avoir des glitches au niveau de la sécurité, SSL, tout ça, enfin bref. Alors, est-ce que ce sont les secondes intercalaires qui font que mon four n'est jamais à la même heure que mon micro-ondes? Non, parce que mon four, là c'est l'électronique de pas cher. Voilà, alors en fait c'est devenu nécessaire en fait pour pouvoir certifier l'OS au niveau des gouvernements, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont été obligés maintenant de le mettre. En fait. Un peu au pied du mur. Voilà, c'est un peu au pied du mur. Et ça va être mis évidemment aussi dans Windows Server 2019 quand ça viendra. Voilà. Alors il faudra faire attention quand même, parce qu'il faudra que les applications développées pour le système soient suffisamment récentes, ou en tout cas utilisent des bibliothèques ou le framework .NET suffisamment récent pour pouvoir gérer ça, parce que sinon on va se retrouver avec des bugs de l'an 2000. Version moderne, voilà, c'était plutôt marrant. Moi je voyais ça plutôt marrant. C'est encore pour moi, et encore chez Windows 10 en fait, dis donc. On va parler de In Private Desktop. Alors c'est une fonction qui devrait arriver également avec Windows 10 Redstone 5, qui a fuité un petit peu récemment, qui va permettre en fait de lancer les applications dans des sandbox, mais pas des petites sandbox d'applications comme on peut l'avoir dans les applications Windows Store, donc des petits contextes dans le même OS avec juste on te met la mémoire dans un coin et tout ça. Là carrément ça va être une machine virtuelle créée à la volée au niveau du système complet, dans lequel l'application va s'exécuter. Ouais. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ça me rappelle notamment tous les émulateurs Android, tous les virtualisateurs Android, je ne sais même pas quel terme ils prennent. Une application, une machine virtuelle dans laquelle elle s'exécute, moi ça me rappelle fondamentalement Docker. Ah oui, donc ce système-là, plutôt anti-Linux, qui a été porté niveau Windows, et j'ai l'impression en fait que Microsoft, qui a du coup implémenté Docker, donc qui est de la même manière une sandbox pour une application, a récupéré en fait cette implémentation-là pour le proposer au niveau des applications Windows classiques. Alors là, clairement, l'encapsulation est vraiment faite pour être utilisée par le commun des mortels. Même si, ce que je veux dire, c'est que ça va pas être limité à des usages très techniques, développement et tout ça, avec beaucoup de lignes de commande à lancer. C'est vraiment, tu lances une application,
et tu vas pouvoir dire je l'avance dans un conteneur de machine virtuelle à la volée. Donc je vois pas Madame Michu faire un Dockerfile. Non, voilà, c'est ça. Donc, clairement, c'est pas l'usage. Mais ça va être limité quand même à la version Enterprise de Windows 10. Donc tu vois, ça va pas être Madame Michu quand même. Oui. Hein, ça va être juste dans le contexte Enterprise. C'est même pas la version professionnelle. C'est vraiment le haut niveau. Mais du coup, clairement, c'est un enjeu de sysadmin qui va vouloir limiter, tu vois, les postes de travail en disant les applications que je n'ai pas certifiées vont pas pouvoir attaquer le système directement et vont s'exécuter dans une machine virtuelle sandbox à la volée. Donc ça va être enfin une possibilité de donner des droits administrateurs aux gens sans mettre en péril la sécurité du système, quoi. Voilà. Ou tu vois, toi, tu as envie de récupérer des applications dont tu sais pas trop la provenance. Oui. Et tu veux pas trop te mouiller à les exécuter, à une époque on faisait ça avec des machines virtuelles complètes. Ça m'est déjà arrivé, il y a un truc que je voulais tester, je démarre une machine virtuelle complète et je teste mon application dedans, et puis s'il y a des virus, des machins, tout ça, sur la provenance. Tu le vois tout de suite. Tu jettes la machine. Voilà. Et ça permet de le faire sans avoir toute cette étape de création de machine, puisque ça va être géré de manière totalement transparente. Alors par contre, faut pas, ça va pas être sur des petites machines quand même, tu vas faire ça sur des machines à minimum avec 2 cœurs, 4 Go de RAM et 5 Go de disque dur, et il faut évidemment que la machine gère les instructions de virtualisation pour faire tout ça. Et oui, ça concerne tout le monde, la sécurité, et oui, c'est pas le backup et tout ça, blablabla, comme nous dit Nelliger, mais oui, alors peut-être qu'ils commencent au niveau entreprise, et peut-être qu'ils vont descendre un peu au niveau usage à la maison, j'espère. Mais j'en doute très fortement, ça reste un enjeu de proposer des gammes différentes, aussi des éditions Windows auprès de Microsoft. Donc c'est une vraie valeur ajoutée, effectivement, pour les gens qui ont conscience d'un petit peu ce que ça apporte, et donc les administrateurs d'entreprise. Mais j'aimerais bien l'avoir un peu partout, effectivement. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus d'enjeux de sécurité quand tu es sur un réseau professionnel que quand tu es sur un réseau domestique, où il y a moins de... Après, ils ont une autre... Moins de risques. Ouais, tout à fait. À l'échelle, il y a moins de risques. Oui. Après, sur un autre niveau, pour le domaine domestique, ils ont quand même proposé la Windows 10 S, sur laquelle tu peux installer que des applications certifiées du store. Oui. Donc ils ont une autre proposition à ce niveau-là, qui a du sens également. C'est-à-dire que Madame Michu, elle va se limiter aux applications du store, donc elle va jamais récupérer des applications qui viennent de nulle part. Oui. Et ça sera bloqué pour elle, elle ne pourra pas le faire. Donc c'est vraiment, tu vois, à 2 niveaux. Alors c'est pas du tout le même niveau de sécurité, on est d'accord, c'est pas du tout les mêmes possibilités également. Mais ça reste de la sécurisation de l'OS de la personne qui va le manipuler. Ouais. Bon, pourquoi pas. Je serais curieux d'essayer ça, voir un petit peu ce qui se cache derrière, tu vois. Oui, un petit PRV sous le tapis qui démarre. Je vais voir si ça démarre en mode instantané ou en 40 minutes. Est-ce que tu auras toujours une charge, quand tu vas activer la fonction, est-ce que tu auras toujours une charge en plus sur le système pour être capable de démarrer une application instantanée ou pas? Je sais pas. Voilà. Et puis voir à quel point ça te mange du disque dur, parce qu'en général, la machine virtuelle, le premier truc qu'elle fait, c'est te tuer complètement la place disponible sur ton disque dur. Oui, mais quand tu démarres une machine virtuelle, tu recrées tout un OS complet. Oui, t'as l'eau là, tu fais... du disque. Là, en fait, ils vont faire, comme Docker, c'est-à-dire qu'ils vont faire un diff, ils vont faire un calque, pour être plus précis, un calque sur l'OS existant. Ouais. C'est ce qu'ils font avec les Windows Containers, en fait. Donc la fonction existe déjà. Ils vont faire un calque, ça veut dire qu'ils vont prendre votre système d'exploitation d'origine de votre machine, et ils vont juste faire la différence par rapport à ce que vous avez dans le système. Donc la différence au niveau des fichiers. Donc si votre application installe des fichiers ou modifie des fichiers de l'OS, ils vont juste être contenus dans ce calque supplémentaire. Et de la même manière, s'ils modifient la registrie, c'est les 2 principales sources de stockage d'informations dans Windows, ils vont faire un calque des informations des clés de registre par rapport à la registrie de votre OS en dessous. Et ces 2 calques-là, ils sont juste en différence. Ils vont pas être l'OS complet. Donc tu vois, ça va être beaucoup moins gros quand même. Et ce sera imperméable par rapport à l'OS sous-jacent. Et ça reste imperméable parce que en fait, c'est du je lis ce qui est en dessous, mais dès que je modifie, je le modifie dans le calque. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que propose Docker. Voilà. Bon, affaire à suivre, j'aimerais bien voir ça dans le détail. Alors par contre, ça me fait penser, est-ce que j'ai une Enterprise ou est-ce que j'ai un Pro, moi, ici? Parce que peut-être que je vais pas pouvoir le tester, et je crois que c'est un Pro uniquement. Blablabla, professionnel, c'est ça, hein? Non, je vois pas. Windows 10 Pro. Quel dommage, je pourrais pas le tester, la loose. Bon, faut au moins le mettre sur le Pro, hein, monsieur Microsoft, là, s'il te plaît. Allez, on part chez cet autre constructeur de voitures électriques, qui est bien celui dont vous parliez tout à l'heure, qui est Tesla. Puisqu'ils ont sorti un petit produit qui est resté pas très longtemps sur leur store. Vous savez, ils font pas mal de petits produits comme ça, déclinés en fait, de la marque. Ça ressemble un peu à des goodies, voilà. Et donc là, ils ont sorti un petit produit qui s'appelle le Tesla Wireless Charger, qui est un petit chargeur sans fil brandé Tesla,
qui est à la fois un chargeur sans fil pour votre téléphone et une batterie externe. Voilà, plutôt joli, un petit galet tout mignon, tout brillant, qui est plutôt cher quand même, 65$, surtout quand tu le compares aux autres solutions qui sont disponibles sur le marché. 65$, pour ce prix-là, tu as 6000 mAh, c'est pas énorme, hein, c'est juste 2 fois, en moyenne, 2 fois la batterie de ton téléphone. Donc, tu fais 2 cycles de recharge, c'est quand même petit. Et qui propose de la recharge sans fil au format Qi, vous savez, QI, le format qui est le standard maintenant de facto sur le marché. Depuis Nokia. Depuis Nokia, exactement, c'était les premiers là-dessus. Une batterie pour qui, on nous demande. Bien joué, Batix. Et alors, ce qui est un peu naze, c'est que c'est incapable de délivrer plus de 5 watts. Donc c'est vraiment un tout petit truc. Ah ouais. Voilà. Ils ont même fait une photo avec un iPhone 10, tu vois. C'est vraiment... 5 watts, c'est pas énorme. Hein. Ah non, et puis 6000 mAh, c'est vraiment que dalle. Et puis surtout, pour 65$, c'est quand même plus cher que la station sans fil de recharge d'Apple. Ah oui, il faut le faire là. C'est plus cher et ça plus cher qu'Apple en général. Alors c'est pas la même proposition, Apple ils ont pas une batterie intégrée tout ça machin, mais on peut retrouver d'autres marques, principalement des marques chinoises mais qui sont quand même connues, des Anker et des je sais plus quoi, qui font aussi des choses équivalentes pour beaucoup moins cher. Ouais. Donc voilà. Alors le produit il est sorti sur le store de chez Tesla et hop il est reparti, donc il a disparu. Est-ce que il a été vendu et il est disparu? Est-ce que c'est un coup qu'ils ont tenté puis ça n'a pas marché? Est-ce que c'est sorti trop tôt? Je sais pas. Est-ce qu'ils se sont dit 6000 mAh c'est vraiment ridicule? C'est ça. Parce que Nelliger qui dit que c'est vraiment minuscule. Il avait parlé d'une batterie, une batterie portable, quoi. Mais je crois qu'il y avait plus de 20 000 mAh dans sa batterie. Ils avaient aussi une batterie, une vraie batterie classique, oui, mais oui, c'est ça, plus grosse, qui était le mini Powerwall pour charger. Mais ouais. Ah ouais. Ça, voilà. Donc moi, Kamehameha, c'est compatible. Donc voilà, je pense que ça va pas marcher, mais ceux qui sont fans de Tesla et qui veulent tous les produits Tesla, ça moyen d'avoir un petit bout de Tesla pour pas trop cher. Moi, cher qu'une petite. Voilà. Voilà, ok, pour 65€, t'as 30 000 mAh. 30 000 mAh, ouais. D'accord. Et est-ce que t'as la recharge sans fil avec? C'est surtout ça aussi, puisque là, tu proposes aussi ça. Bon, bref. Merci pour l'abonnement Data Lake. Ah, merci. Allez, on part maintenant sur Data Lake, carrément. On part sur le téléphone fixe. La fin du téléphone fixe. Malala. Alors, qu'est-ce que c'est que cette annonce? Alors, c'est pas tout à fait ça le titre, hein, c'est un petit peu le clickbait du titre. En fait, c'est Orange qui a annoncé l'arrêt de la commercialisation des lignes fixes RTC. Après le Publiphone. C'est ça. Après l'arrêt des cabines téléphoniques, voilà. On ne pourra plus on pourra plus ouvrir de lignes France Télécom auprès d'Orange avec juste une connexion téléphone classique, puisqu'on va être... Une époque qui s'arrête, on forcément maintenant devoir passer par la voie sur IP. Voilà, donc à partir du 15 novembre, donc c'est quand même dans pas très longtemps, ils vont arrêter la commercialisation, donc ça veut dire qu'ils vont plus vendre de nouvelles lignes, mais les lignes existantes vont perdurer. Et petit à petit, sur 5 ans, en fait, il y aura une phase de transition où ils vont migrer les lignes existantes vers un nouveau protocole. Ils vont passer sur la VoIP, donc la voix sur IP. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a eu pour la TNT, grosso modo, il y aura un petit boîtier à mettre par-dessus la prise téléphonique, la prise en T, vous savez, qui va transformer en fait votre téléphone classique en téléphone sur IP. C'est exactement ce que font vos box internet actuellement quand vous avez le triple play ou double, triple, quadruple play. Vous avez un téléphone branché au cul de la box qui transforme en fait votre signal téléphone en messages en voix sur IP. Ouais. Vous allez avoir un petit boîtier comme ça qui va être probablement commercialisé. Ou diffusé, je sais pas, gratuitement, pour transformer ça en VoIP. Donc vous aurez un équivalent de mini-box ADSL pour transformer ça. Ça ne veut pas dire que les gens qui ont que le téléphone vont avoir Internet. Non, ça veut juste dire que ça passera sur le même protocole que passe l'ADSL pour communiquer avec un téléphone. Voilà. C'est une époque qui change, et à terme, en fait, Orange espère qu'en 2023, il coupe complètement en fait, le RTC, donc le protocole de réseau téléphonique commuté. Ça s'appelle comme ça, commune par commune. Donc ils vont tomber des communes et arrêter l'utilisation de ce protocole. C'est vraiment une époque qui tourne, et moi je me rappelle avoir étudié le protocole RTC à l'école. Ah oui. Et déjà, quand je l'avais étudié, c'était vieux, mais alors vieux, quand tu le comparais à l'Ethernet et à tout ça. Et enfin, ils vont l'arrêter. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont changer toute l'infrastructure, hein. Ils vont vraiment arrêter le support de ce protocole-là. L'infrastructure a déjà pas mal évolué, mais on va rester sur les paires de fils torsadés. Donc ils vont juste ne plus les utiliser en analogique, mais ils vont l'utiliser en ADSL, et SDSL et tout ça. Elles vont rester... téléphone à impulsion. Plus de téléphone à impulsion. Voilà, exactement. Donc ça, ce qu'il dit, c'est la loose. J'ai toujours ouvert une ligne RTC pour être certain du câblage avant de commander une ligne
ADSL chez un concurrent. Ce qui est pas faux, parce que certains opérateurs ont tendance à ouvrir les lignes ADSL un peu à l'emporte-pièce. Bah, tu feras toujours ça, sauf que tu ouvriras d'abord une ligne Orange, donc tu auras un abonnement ADSL Orange, et après tu partiras à la concurrence une fois que tu résilieras 80 €. Ah, c'est ça. T'auras ça. Ah, putain, c'est un bon moyen en fait de la part d'Orange pour récupérer tous les abonnés, mais clairement, j'y pense que maintenant. Tous les nouveaux abonnonnés qui veulent être certains de leur ligne, ils seront forcément chez Orange. Ouverture de ligne, tu passes par Orange. Ben oui, c'est vrai en plus. T'auras un service meilleur. Tu peux espérer un service meilleur auprès d'eux. La vache. Ah, les vilains, dis donc. Ils vont se faire attaquer par la concurrence. Alors, il y a eu une grosse levée de bouclier de beaucoup de gens qui ont réagi et tout ça, qui ont réagi sur Twitter en pagaille. Et du coup, l'ARCEP, tu vois, l'organisme de régulation des communications en France, a réagi, s'est senti obligé de réagir en disant mais non, vous inquiétez pas, c'était prévu, le téléphone sera toujours disponible pour tout le monde, ça sera pas plus cher et tout machin, enfin voilà. Oui. C'était prévu, tout va bien, on ne devrait pas vous couper la ligne et tout. Oui, c'est exactement le même mouvement, enfin c'est très similaire à ce qu'ils ont fait avec la TNT. Ouais. C'est exactement ça. Voilà. Tu passes de l'analogie au numérique. Par contre, il va falloir communiquer, parce que tous les papis-mamies avec leur téléphone... comme pour la TNT. Comme pour la TNT. Avec les spots avant le 20h qui disent va t'acheter un boîtier, mamie. On peut ranger les téléphones à cadran, oui, carrément. Téléphone à impulsion, c'est fini, c'est mort. Enfin, tu peux les garder en collector pour faire du vintage, de la déco. Mais, qui font des clics, mais ça ne servira plus jamais à rien. Pour téléphoner, c'est mort. Ah, bah écoute, on va partir au Japon avec un gros sujet que tu nous as préparé. Ouais. Le Japon qui... Ce pays de tous les possibles. Exactement. Le Japon qui le 2 juillet, s'est déclaré comme pionnier de l'ouverture de son ciel à la voiture volante. Alors la voiture volante, quand on était enfant, je pense qu'on est à peu près de la même génération, quand on était enfant et que... Elle est là. Hop là. Quand on était enfant et qu'on nous demandait de décrire ou de dessiner l'an 2000, on mettait toujours des voitures volantes. On disait, en l'an 2000, il y aura des voitures volantes. Le 5e élément. De base. Le 5e élément, Retour vers le futur, 2, qui, pour rappel, a prédit que les voitures volantes seraient disponibles et auraient inondé le marché en 2015. C'est vrai. On n'en est pas encore là. Mais pas l'amour. Mais du coup, c'était optimiste. Le Japon souhaite faire en sorte que ça arrive le plus vite possible. Donc le 2 juillet, effectivement, le gouvernement japonais s'est prononcé en faveur des voitures volantes dans leur ciel. Et là, le 24 août, c'est tout frais. Il y a eu un article Bloomberg qui a un peu détaillé le processus qui est mis en branle par le Japon, par le gouvernement japonais, pour y arriver. Donc, ils sont en train de créer un groupe d'industriels qui va les aider à faire en sorte que les voitures volantes arrivent d'ici la prochaine décennie, enfin dans la prochaine décennie. Donc c'est quand même d'ici 2028. C'est optimiste. Le Japon souhaite qu'il y ait des voitures volantes partout dans son ciel. Retour à le futur a surtout prédit Trump, c'est vrai, purée. Aussi. Clairement, clairement c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que Virtanes qui nous dit les voitures volantes limitées à 80 km/h en France. Ah ouais, mais on va pas voler longtemps en fait. Elles vont décoller. Pouf. C'est ça. Bon alors, justement, les voitures volantes à l'heure actuelle, la plupart des projets, parce qu'il y a plein de projets, on entend parler d'énormément de projets de voitures volantes ou de véhicules qui pourraient servir et sur la route et dans les airs. Ouais. Qui sont un petit peu hybrides, un peu à la croisée des chemins. Les taxis volants, Uber et tout ça, on en avait parlé, ouais. Dans plein de bits, c'est vrai. Et c'est ce qu'ils appellent les VTOL. VTOL pour... c'est Vertical Takeoff and Landing. Donc, mais oui. expressément, la capacité de s'envoler, un peu comme un hélicoptère, et puis ensuite de partir vers l'avant, un peu plus comme un avion. Terrible. Il y avait un avion qui faisait ça dans la marine. Le Carrier. Le Carrier, ouais. C'était terrible ça. Le Carrier fait ça, ouais. Et effectivement, donc le Japon, le groupe formé par le Japon, regroupe 21 industriels, pardon. Ah oui, c'est pas mal quand même. Jusqu'à présent, ouais. Et il y a des petits noms qui commencent à pointer, comme Uber. Ah tiens, bizarrement. C'est marrant. Donc, Uber, pour rappel, c'est ceci, leur projet de VTOL. Donc c'est un eVTOL, c'est ce qui s'appelle les eVTOL, donc c'est le Vertical Takeoff and Landing, mais électrique.
Ah oui, quand même. Ah oui, ils font tout là. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des panneaux solaires dessus pour récupérer l'énergie et tout. Exactement. Pour recharger. Donc, Uber... Plus d'hélices encore. Uber, ouais. Uber, pour l'instant, on en est en phase, à mon avis, ils sont en phase d'expérimentation et de modélisation. Uber, le principe final, c'est que c'est supposé être des véhicules autonomes, complètement. Ah, pourtant, il y a un siège de pilotage devant quand même, tu le voyais clairement devant le... Ah bah non, t'as un siège, mais il n'y a aucune commande devant. Ah ouais, donc t'as un cockpit, mais pas de... Bon, ouais, ok. T'as pas de cockpit, t'as juste le passager de devant, le passager du milieu, le passager de l'arrière. Ouais, ils sont dos à dos, c'est dommage, mais ok. Moral. Ouais, mais en même temps, si t'en as 3 et que tu commences en fait... C'est énorme. Ah bah peut-être le passager les deux passagers Ah, c'est parce que t'as le chauffeur. Celui du milieu et de derrière sont face à face, visiblement. Bon. Ouais. Donc... C'est un sacré modèle quand même, c'est assez costaud pour rentrer 3 personnes. Hein. Ouais. Uber espère lancer la commercialisation et ses taxis aériens pour tout le monde en 2023. Donc c'est quand même pas... 5 ans, c'est pas mal ça, c'est pas loin. C'est quand même pas loin. Et ils pensent faire des démos de leur proto en 2020. Donc c'est... Dans l'épisode 400 de Beat. 15 mois quoi. 2020 même pas. 400 Ah, peut-être. Non. Allez, calculez vite. Bah non, 52 semaines par an. On fait des pauses de temps en temps. On fait des pauses avec les RGB. Allez, on sera à l'épisode 150. D'accord. Du coup, ouais, chez Uber, le programme s'appelle Elevate. D'accord. Et le service s'appellera Uber Air. A priori. Oui. Donc, Uber Air. Uber Air. Tu fais en France, je vais prendre un Uber Air. Parmi les industriels dans le groupe, il y a aussi Boeing. Ah bah tiens, ils sont pas connus pour faire des trucs volants. Boeing, ouais, non, je sais pas d'où ils viennent. Effectivement, c'est un petit nouveau peut-être. Boeing qui a racheté il y a pas très longtemps une boîte qui s'appelle Aurora Flight Science, qui fait cette chose-là. C'est pas le même niveau de futurisme quand même. C'est ouais. Bon. Ça c'est le jouet Playmobil. C'est un peu ça. La boîte était spécialisée dans la construction de VTOL et ils l'ont racheté en octobre 2017. Boeing, j'ai pas beaucoup plus d'infos ni beaucoup plus de rendu. Par contre, la boîte d'après, c'est une petite boîte qui est un peu connue aussi pour faire des trucs qui volent, qui s'appelle Airbus. Ah tiens. Ouais. Airbus qui, si vous vous souvenez, du coup porte bien son nom. Ouais. Ah oui. Airbus qui avait ouais, exactement. Qui avait, si vous vous souvenez bien, qui avait montré cette gamme faite avec un designer italien. Ouais. C'était des rendus 3D. Mais c'est vrai que le concept d'avoir une voiture, en fait c'est un module, c'est une espèce de pod dans lequel les passagers sont. Si tu veux rouler, t'as un châssis qui emmène ton pod d'un point A à un point B. Et si tu veux voler, bah, t'as un drone qui vient récupérer ton pod par le dessus. Donc c'est vrai que c'est plutôt rigolo comme concept. Ah, je trouve ça génial. Là, par contre, on est vraiment dans le futurisme au top. Là. Ouais, complètement. Par contre, moi, j'attendrai 2-3 bonnes années avant de voir si le drone accroche bien les pods. C'est quoi. Ça. Parce que il y a le système d'attache dessus, tu vois. Ça fait un peu flipper quand même leur truc. C'est clair. Quand le machin n'a plus de batterie, tu tombes. Ouais, mais exactement. Du coup, tu peux imaginer aller plus loin que les roues. Tu peux les mettre sur des... tu peux faire du ferroutage, tu peux mettre sur le train, tu peux les paquer à plusieurs, tu peux les mettre sur l'eau avec des trucs, des modules pour les sauver, tout, c'est génial. Ou tu peux faire aussi ce que Tesla proposait de faire, à savoir des tunnels sous la ville, avec des chariots à grande vitesse, enfin des espèces de trains à grande vitesse qui vont d'un bout à l'autre de la ville, et en fait qui t'amènent beaucoup plus proche de ton point de rendez-vous, par exemple, s'il est de l'autre côté de la ville. Et c'est vrai que tu peux mettre plein de pods côte à côte. Tu te ramènes chez toi, il te met dans le salon direct, du coup tu sors plus de ton pod. Et t'es dans ton pod. T'es dans ton pod, crac, tu dors dedans, et hop, le matin ils viennent chercher, crac, tu prends. Et après c'est Wally. C'est ça. Airbus, donc un peu plus loin des rendus 3D, a inauguré son premier vol, enfin le premier vol de ce qu'ils appellent le Vahana. Donc le Vahana, c'est ce drone-là qui est créé par la société A-Cubed, qui est la division d'Airbus dans la Silicon Valley. Donc le premier vol, le vol inaugural, a eu lieu le 31 janvier 2018, donc c'est tout frais. Ouais. Et donc si tu veux un rendu de la bête pour sa commercialisation, c'est celui-ci. Donc il prévoit de faire quelque chose qui a cette tête-là.
Plus d'hélices encore. Mais comment il décolle verticalement Commercialisé en 2020. Et les hélices se penchent en fait. Les ailes pivotent. Okay. Exactement. Elles pivotent à 90 degrés. Donc bon, il y a plein de petites infos là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que dans l'alpha, il prévoit pas plus de 90 kg de charge. Donc bon, il va falloir faire un régime pour ceux qui font plus de 90 kg. Mais dans la bêta, 200 kg. Donc ça ira déjà mieux. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a, on a 50 km d'autonomie pour l'alpha. C'est pas énorme quand même, je trouve. 50 km. En ville, ça va. Si tu recharges assez vite, tu peux faire des petits trajets. Ouais, ça dépend de la recharge. En condition que tu le partages, en fait. Tu vois, si c'est pas ton truc personnel. Oui. Parce que sinon, tu vas pas faire beaucoup de trajets. Mais si tu le partages, tu vois, c'est des flottes volantes de ce truc-là. En autopartage. En taxi, en autopartage, voilà. Ben là, ça peut être vraiment. Ouais, complètement. Sans problème. 100 km pour la bêta. Donc, pourquoi pas. D'accord. Et au niveau de la vitesse, rien que l'alpha va déjà à 200 km/h. Ce qui est pas mal. Ouais, pour un truc volant, c'est pas mal. C'est pas mal. Et 230 pour la bêta. Donc, bon, à voir, à suivre ce que nous fait Airbus. Normalement, commercialisation en 2020. Ah oui, c'est vachement proche. Ouais, c'est assez proche. Ouais. Non, mais ils sont super optimistes. Dans le groupe, on a aussi Cartivator, bien connu. Ah oui, alors eux, super connus. Cartivator, qui est une start-up financée entre autres par Toyota et NEC, le groupe NEC. Ah oui. Là, ils sont sûrement connus là-bas, surtout. Alors eux, j'ai rien trouvé d'autre que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce de... Ça ressemble à un vaisseau de Wipeout, moi je trouve, un peu. C'est clair. C'est un peu entre Wipeout et F-Zero. Ah, me parle pas d'F-Zero. Je vais être triste, il n'est pas encore ressorti sur Switch. Donc bon, on a que cette vue d'artiste à se mettre sous la dent. Ça vole avec quoi? C'est pas des hélices qu'il y a dessous, Mais si, mais je pense que ce sont des rotors de drones, mais elles sont protégées. Pour éviter de couper les jambes des gens qui s'embarquent. Du coup, quand tu vas te poser, tu vas couper tes têtes. Ah bah si possible, non. Si possible, le drone, je pense qu'il évitera les gens. Tu peux faire tondeuse également, ça c'est parfait si tu... C'est parfait ça. Exactement. C'est 3 tondeuses en fait fixées dessous. Ah, j'avais une petite, un petit gif sur ce que présente Uber, leur concept. Ça rame un peu. Ouais, pas chez moi, tu vois. Yes, ça y est. Ouais, le concept d'Uber, c'est de dire, voilà, là c'est ça va aller plus vite en volant. Voilà, c'est un voyage entre San Francisco et San José. Et en Uber X, on met plus d'une heure, je crois. 1h40, ouais. 1h40 en Uber X, 2h12 en train. Et du coup en drone, enfin en Uber Air. C'est ça, 15 minutes. 15 minutes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la courbe de descente des prix. Puisqu'en fait, au niveau initial, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront commercialisé leur offre, ils prévoient que la course coûtera $129. Oui, bah oui, c'est une projection. Alors qu'à l'heure actuelle, en Uber X, c'est déjà $111. Donc on n'est pas si loin que ça. Pour gagner 1h25 de temps, c'est quand même pas mal. Mais c'est surtout que sur le long terme, ils pensent vraiment drastiquement réduire les coûts, puisqu'ils pensent passer assez rapidement à $43, puis à $20. Bon, après... long terme, hein, c'est vraiment... Ouais, c'est une fois que tu auras battu tous les problèmes techniques et que tu auras lancé l'industrialisation grande masse de ton VTOL. Mais bon, pourquoi pas. Pareil, bien optimiste tout ça. T'y crois, toi? Moi, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que cette news là, du fait que le Japon veut être pionnier, en fait, le Japon veut vraiment accélérer les choses. C'est-à-dire qu'ils sont disposés à faire tout ce qu'il faut pour que la législation au niveau de l'État japonais change le plus vite possible, en accord avec tous les industriels qui vont proposer leurs services de taxi aérien, de véhicules personnels aériens, et ce genre de choses. C'est clairement ça qu'il faut faire en premier, oui. En fait, à mon avis, la technologie, ça va pas forcément être un frein, parce qu'à l'heure actuelle, on a déjà des démos de drones porteurs. Il y a plein de trucs chinois aussi qui font... Il y a énormément de choses, il y a des motos, il y a un gars qui avait fait un landspeeder là, de Star Wars, avec un rotor à l'avant et un rotor à l'arrière. Ouais, c'est Colin Furze, c'est un taré anglais qui a une chaîne YouTube, je vous conseille d'aller voir, il fait plein de trucs tarés comme ça. C'est vrai. Et ça commence. Mais il volait pas très haut. Ça va pas très haut. En même temps, un speeder, t'es pas supposé voler très très haut non plus. C'est jouer la vie. Il fait des constructions de malade, allez le voir, c'est terrible.
Mais tu vois, au niveau technologique, je pense il reste encore des freins, il reste encore des barrières à lever, mais une fois qu'elles seront levées, à mon avis, ça ira tout seul. Je pense que c'est effectivement la législation et le fait de partager l'air, enfin l'espace aérien avec les avions, les hélicoptères, les ULM, tout ça. Oui. Ça risque d'être un sacré bazar. Salut Charlie. Et surtout, ça risque d'être compliqué au niveau de la législation. Mais le fait que le Japon s'engage comme ça auprès des industriels à changer la législation le plus vite possible, au final, je me dis que... Ouais, enfin, ils se sont engagés à discuter. Ils sont motards. Ouais. Les communiqués du gouvernement japonais, ils parlent d'être moteurs vis-à-vis du développement de ce type de mode de transport, de moyen de transport. Après, effectivement, on verra ce qui va sortir de tout ça, mais... Moi, je suis d'un éternel optimisme avancé. L'Europe aussi, ils ont des groupes de travail là-dessus également, sur le drone en général, mais sur l'utilisation de l'espace aérien, l'évolution de l'utilisation de l'espace aérien civil. Mais là, c'est le ministère du Commerce japonais qui a vraiment déclaré le fait que ils allaient vraiment faire tout ce qui était en leur pouvoir pour accélérer les choses. D'accord. On verra bien. Très bien. Mais c'est vrai qu'il y a Japan Airlines que j'ai pas cité aussi. Japan Airlines, pareil, je pense que... Alors eux, ils sont pas constructeurs en général, Japan Airlines, ils sont plus exploitants. Mais ils vont être intéressés pour la législation, pour négocier les couloirs aériens, les choses comme ça. Un petit peu, oui. Je pense. Je pense qu'il va y avoir des soucis, surtout autour des aéroports, ça risque d'être légèrement compliqué. Oui, Draxas, tu as fait raison. Ben Kurdi de Niptech qui bosse sur le sujet, effectivement, de la législation au niveau européen, tout à fait. T'as raison. Et je voulais juste terminer par le dernier VTOL qui moi, quand j'avais vu ce truc-là, c'était en avril 2017, une compagnie qui s'appelle Lilium. Je sais pas si tu en avais entendu parler. Je pense que ça a quand même fait pas mal le tour des news. Je me rappelle pas du nom, mais peut-être le modèle du drone si tu... Donc en fait, Lilium est une boîte qui veut faire un peu comme Uber et son service. À tel point qu'on a les mêmes... ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose. On a les mêmes simulations entre Manhattan et JFK. Et pareil, du coup, atterrir à JFK en drone, ça va être rigolo, je pense. Il suffit juste de pas traverser le couloir de décollage. Il y a juste plein de monde partout. Ouais. Non, ça risque d'être un peu le bazar. Mais effectivement, le but à terme de Lilium, c'est d'avoir une app comme Uber, où tu drone vient te chercher. Alors, je pense pas, parce que il parle quand même de Lilium Pad. Donc, il parle de faire des pads au sommet d'immeubles. Et en fait, c'est toi qui te déplaces jusqu'au pad, et tu montes au sommet de l'immeuble. Et là, par contre, un drone t'attend. D'où Manhattan. Ok. Après, je pense qu'en espace moins urbain, c'est beaucoup plus facile de faire un pad au sol que sur un toit d'immeuble. Si t'as moins d'immeubles, tu peux mieux te poser au sol, c'est vrai. Ouais, mais Lilium, en fait, ce qui était intéressant, c'était que eux, ils ont quand même un concept, un proto. Ils n'ont pas qu'un modèle 3D. Très très avancé. Ils l'ont aussi imprimé. Exactement. Et surtout, en fait, ils ont balancé une vidéo YouTube dans laquelle tu vois le bidule décoller. Et ça fonctionne. Et ça a l'air de fonctionner. Est-ce que tu vois le fil au-dessus qui le tient? Quand tu vois la vidéo, le truc va quand même assez loin, fait des petites manœuvres, et puis ensuite revient se poser au milieu de sa piste. Alors, il parle de 300 km/h. Attention. Et il parle de 300 km d'autonomie. Quand il tombe, c'est ça? Vers le bas. Vers le bas, 300 km vers le bas. C'est le problème. Mais ouais, enfin, moi, quand j'avais vu ce truc-là, cette vidéo YouTube, franchement, elle donne envie. Moi, à chaque fois que je la vois, ça me colle la patate, je me dis... C'est ça, quoi. C'est ça, allez-y, on peut le faire, allez-y les mecs. Et c'est une boîte allemande qui était pas connue du tout, qui est sortie un peu de nulle part et qui a sorti sa vidéo YouTube. Après, c'est peut-être une vidéo complètement trafiquée, c'est peut-être complètement pipoté, mais ça s'est quand même pas mal fait encensé par la presse quand c'est sorti. Donc j'ose imaginer quand même que la presse, ou qu'une partie de la presse est partie voir le matériel et vérifier que le truc volait quand même. Après voilà, moi je trouve que ça laisse présager quand même de belles avancées sur ce sujet-là.
Dis donc, j'ai hâte de voir ça quand même, parce que je suis dubitatif, mais je suis ravi d'avoir ça et de pouvoir le tester, c'est ce genre de service-là. Ouais. Après, c'est vrai que dans les très grandes villes, en Amérique du Sud, je sais plus quelle ville, j'en avais déjà parlé, où en fait on se déplace beaucoup en hélicoptère. En fait. Les grands dirigeants se déplacent beaucoup en hélicoptère parce que c'est juste impossible autrement. C'est trop bouché. C'est trop bouché, et puis ils ont besoin d'aller vite, et du coup ils font d'hélicoptère en hélicoptère en toit d'immeuble, pareil de la même manière. Donc clairement il y a un usage pour ça, mais je suis pas sûr que ce soit pour tout le monde en fait. Bah typiquement tu vas aller à Arcachon depuis Bordeaux en plein été. je pense qu'en drone tu vas mettre à peu près 8 fois moins de temps. Mais ça va être le bordel. Tu vas arriver où là-bas? Tu vas pas garer ton drone? Il n'y a pas de d'immeuble, il n'y a rien. Mais non, mais si on reparle de l'autopartage, enfin du drone en autopartage, t'as pas besoin de le garer. Enfin, le machin te dépose et puis s'en va quoi. Ouais. Ou alors prends quelqu'un d'autre. C'était Singapour. Sao Paulo, c'est ça. Merci Carpe Diem, tout à fait. Je suis dit, non, mais si tu vas au Cap Ferré, tu vas dans l'eau. Donc en fait, tu pars dans le drone et tu atterris sur l'eau directement. Oui. Mandarguin, tout ça. Ou alors il te lâche au-dessus de l'eau. Il se met à 3 mètres au-dessus de l'eau, il fait vas-y, saute. C'est ça. Ou alors il ouvre la porte et hop, il se penche comme ça. Il se vide. Tu reviens pas après. Bon, ok. Mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de monde qui se bouge pour ce sujet-là. Du coup, ça devrait arriver relativement vite. Pourquoi pas? J'espère. Espérons, en tout cas, on va le voir. On va voir les avancées là-dessus. C'est pas dans un futur trop éloigné, suffisamment proche. Ouais. Ça, c'est plutôt encourageant. Allez, on va terminer par cette dernière petite news qui est encore une innovation, puisqu'on va parler de batterie en papier. Et ouais, c'est des chercheurs de l'Université d'État de New York à Binghamton qui ont mis au point des batteries en papier alimentées par des bactéries. C'est le combo, là, tu vois, t'imagines hipster top, bactéries, papier, tout nickel, parfait. Est-ce qu'on peut les fumer? Je pense, ouais. Tu fais des étincelles après. Alors en fait, c'est des batteries donc en papier qui vont être nourries par les bactéries. L'intérêt principal, c'est que c'est beaucoup plus abordable, notamment pour les pays en voie de développement, et puis aussi c'est beaucoup moins polluant, puisque les batteries sont actuellement, par rapport aux batteries actuelles, en fait, celles-là vont être entièrement biodégradables. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, dans le détail, en fait, comment ils ont procédé. Alors, je vais vous montrer deux petites incrustes. Alors, je vais vous montrer l'ancien. Parce que je vois pas du tout comment est-ce qu'ils pourraient faire ce genre. Alors, en fait, ils ont une feuille de papier ou une couche de cellulose, même principe, sur lesquelles ils vont imprimer plusieurs couches de métal. Ouais. De la même manière qu'on va retrouver les électrodes anode et cathode sur une pile. Et en fait, ils vont mettre des bactéries lyophilisées dessus, donc qui sont desséchées, qui sont exoélectrogènes. Donc c'est une variété de... exoélectrogène. Mais en fait, quand tu découpes, en fait, tu vas comprendre exoélectrogène. Donc électro, c'est l'électron. Gène, parce que c'est lié à la batterie. Et exo, qui vont pouvoir le sortir. Ouais. En fait, c'est des bactéries qui vont être capables de sortir des électrons et les faire traverser à travers leurs cellules. D'accord. Donc elles vont être transporteuses d'électrons, et clairement le courant électrique, c'est ni plus ni moins que une circulation d'électrons dans du métal. Et donc là, la batterie va pouvoir le sortir du métal pour le trimballer, du coup produire un courant électrique à partir de ça. Voilà. Donc la bactérie, elle est lyophilisée, ce qui veut dire que pour activer ta batterie, il faut mettre de l'eau. Donc ils parlent, en fait, tout fluide va pouvoir fonctionner. Donc ils parlent de la salive, mais ils disent, mais pas que. Voilà. Je te laisse imaginer. Comprennent qui peut. Alors, ce qui est intéressant en plus, c'est que ce type de bactéries sont assez fréquentes. En fait, ils les trouvent dans des eaux sales, juste tout simplement. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'ils dépensent pas une fortune en termes d'énergie pour provoquer, ça coûte pas cher. Voilà, Nico Poppy a tout dit dans la chatroom. Pour démarrer ta voiture, tu pisses dans le réservoir. C'est exactement ça. Sale. Donc disponible dans les eaux sales, et puis effectivement biodégradable entièrement, voilà, activable avec de la salive par exemple. Et alors dans leur démo, ils ont réussi à alimenter une LED, donc vous savez les diodes qui font de la lumière, pendant 20 minutes. Donc ça reste très petit parce que ça consomme pas beaucoup, une 0,6 volts, une LED, mais c'est un premier concept, une première démonstration. C'est une pile, donc ça se recharge pas, c'est pas une batterie rechargeable, donc c'est usage unique. Et ça a une durée de vie de 4 mois. Alors, durée de vie, c'est pas le temps que tu vas pouvoir l'utiliser, c'est le temps à partir de la production jusqu'à ce que tu vas pouvoir l'utiliser. Voilà. Oui, c'est-à-dire que tu l'achètes, 4 mois plus tard, si tu l'as pas utilisé, elle est morte. Voilà, c'est une date de péremption. Si tu veux. Voilà.
Bah, comme sur les piles. Sur les piles à l'heure actuelle. Ouais, mais c'est beaucoup plus long, c'est pas. Ah, c'est beaucoup plus long, oui, on est d'accord. Mais c'est beaucoup plus sale. C'est beaucoup plus sale également, c'est beaucoup de métaux lourds, de chimie et tout ça. Alors le chercheur, il est là, Monsieur Choi, et en fait, ça fait depuis très longtemps qu'il travaille sur les batteries à base de papier, puisqu'il a un modèle en fait sous la forme d'origami, tu vois, plié. Il y a des petits bouts de cuivre qui dépassent. Et donc là, la batterie, elle est éteinte, et pour l'activer, en fait, c'est un origami que tu déplies. Ah, tu vois, les différents petits triangles, en fait, tu les écartes et ça fait une sorte d'anneau. Ça fait contact. Et ça fait contact, et du coup, la batterie s'active et tu as un courant qui se produit. Et ça fait depuis 2011, je crois, qu'il a des travaux de recherche autour de ça. Et il arrive à des premiers résultats sur des batteries qui sont vraiment qui commencent à être exploitables, qui ne sont pas juste dans le domaine de la démonstration de laboratoire, même si on est sur des tout petits modèles. Hein. Alimenter une LED, ça ne va pas servir à grand-chose. Oui. Son objectif premier, c'est de pouvoir produire en fait des capteurs médicaux qui seraient entièrement alimentés par ces types de batteries-là, pour encore une fois avoir envoyé dans les missions humanitaires, dans les pays en voie de développement, etc., pour pouvoir les équiper, eux qui n'ont pas encore beaucoup d'électricité, beaucoup de piles, et qui n'ont surtout aucun moyen d'ailleurs de collecter, recycler les piles et tout ça. Donc pas cher et aucun impact sur l'environnement. Voilà la cible qu'il y a derrière. Oui, l'avantage, c'est que c'est pas forcément activable que par de l'eau potable. Voilà, non, parce que liquide, voilà. dans ces coins-là, l'eau potable est aussi rare. Voilà, sa cible, c'est vraiment ça, c'est pas pour remplacer les batteries actuelles qu'on a un peu partout ici. Ouais. C'est pour attaquer ce marché-là qui n'est actuellement absolument pas possible avec les technologies existantes. Voilà, tu mets sur le torse, c'était une batterie intégrée. N'importe quoi. C'est un ninja, on nous dit. Voilà. Donc affaire à suivre, parce qu'il compte améliorer son procédé, il espère jusqu'à multiplier par 1000 quand même la capacité de la batterie. Il se dit, pour lui, il n'y a pas encore de... Il est loin d'avoir atteint les limites de ce procédé-là. Voilà, il faut juste passer l'étape d'industrialisation et surtout améliorer l'efficacité du procédé. Oui, arriver à faire en sorte que créer une batterie te consomme pas plus d'énergie que celle qu'elle va produire. Quoi. Non, parce qu'en fait, les bactéries, ils les extraient facilement en fait, de l'eau. Et puis l'impression 3D, c'est une imprimante juste qui imprime du... Un jet d'encre en mode... Voilà, sauf que l'encre qu'elle jette, c'est des métaux particuliers. Alors, il y a des métaux et puis d'autres composés qu'il n'a pas détaillés, évidemment. Un peu comme la peinture conductrice, là. Il y a une boîte qui fait la peinture conductrice. Tout à fait, de la même manière. Exactement. Du coup, on pourra alimenter 1000 LED. C'est ça, t'as tout compris avec un procédé comme ça. 1000 LED, quand tu vois... Je sais pas combien ont de LED ces projos, mais... Ça cartonne, hein. Ouais, ça fait 1000 LED, il y a moyen que tu te rends aveugle. Et après, pour des petits capteurs, médicaux, ça suffit largement. Ouais, ou pour l'IoT. Pour l'IoT, oui, tout à fait, exactement. Pour l'Internet des objets. Et bien voilà, c'était la dernière news de ce Petit Bits numéro 94. Petit Bits. Pour nous retrouver, vous avez juste en bas, dans l'inverse, nos handles Twitter. Donc Chris Kamikas pour moi, PC Galen pour toi. J'ai pas fait de faute sur orthographe, c'est parfait. Non, c'est bon. Et pour nous soutenir, si vous souhaitez... Pour soutenir là pour soutenir la chienne. Voilà. Comme ça vous l'avez encore une fois, vous allez pouvoir faire des clips et tout comme vous voulez. Si vous souhaitez, pour la modique somme d'une chocolatine, d'un cannelé ou d'un café, nous soutenir, vous pouvez le faire sur Tipeee, tipeee.com/stdrenegade. Ça nous permet de continuer à améliorer l'équipement qu'on a ici, puisque effectivement, tu l'as dit, nous avons changé les éclairages pour avoir des éclairages un peu plus compacts, mieux utiliser l'espace ici, pouvoir proposer des aménagements différents. On a aussi changé les caméras, puisqu'on est sur des caméra 1, caméra 2, plus compactes, webcam en fait, Logitech. Tout ça, ça nous permet de continuer à vous proposer des émissions de qualité, à avoir un studio également, ça nous paye le studio qui est ici. Donc merci à vous pour votre soutien et n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre Tipeee. Pour retrouver l'ensemble des émissions produites, ici vous avez studiorenegade.fr, voilà, donc avec l'agenda, le magnifique agenda, vous retrouvez toutes les pages des émissions, les streamers et tout, et puis surtout l'agenda avec toutes les émissions à venir, la semaine en cours. Voilà. Exactement. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis voilà. J'ai tout oublié, c'est bon? Non, tu n'as rien oublié, c'est parfait. Et on souhaite encore une fois un bon anniversaire à Cédric qui vient d'arriver dans la chatroom. Allez, merci à vous. Il vient d'arriver, c'est pas vrai. Si, il arrive pour la fin, c'est nickel, il a tout raté. Il va se faire spammer. Exactement, allez-y. Allez-y spammer Cédric pour le prix d'un sur la chatroom. C'est parfait. Allez, ciao ciao. Bye.